Nous sommes avec Marie de Henzel, qui est psychologue, clinicienne et écrivain. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, j'ai lu hier le livre que vous avez écrit, qui s'appelle L'adieu interdit. Bon, j'ai appris pas mal de choses, hein, pas mal de réflexions. En résumé, quel message principal vous vouliez faire passer dans ce livre? Alors c'est un peu un cri du cœur, je peux dire, pour que nous, d'abord pour que nous gardions notre humanité, je dirais, dans des situations de crise. Parce que j'ai écrit sur ce qui s'était passé pendant le premier confinement, le confinement du printemps, et j'ai trouvé que c'était un véritable scandale que nos responsables politiques et sanitaires n'aient pas pris la mesure de l'interdit de tous les rites qui se passent depuis la nuit des temps et partout dans le monde, chaque fois que quelqu'un va mourir, c'est-à-dire accompagner la personne, lui dire au revoir, constater faire l'adieu au visage, constater la mort, se réunir autour du cercueil, autour du corps, même avant qu'il soit dans le cercueil, puis évidemment assister à des obsèques qui soient dignes de ce nom. Tout cela a été impossible à la suite de l'interdiction des visites et de toutes les mesures sanitaires qui ont été prises. Et je crois que nos responsables n'ont pas mesuré, ils n'ont pas mesuré l'impact que ça allait avoir sur tous ceux qui, euh, tous les proches qui perdent un être cher, qui n'ont pas pu aller lui dire au revoir, mais aussi chez les soignants, qui sont des personnes qui ont une éthique de soins, qui d'habitude, je dirais, font attention, prennent grand soin que les familles puissent être présentes, dire au revoir, qui elles-mêmes accompagnent aussi, qui font la toilette mortuaire, ce qui n'a pas été possible non plus avec la mise en bière immédiate. Donc, il y a eu souffrance chez celui. Je dis que j'ai une formule, je dis qu'on a volé leur mort aux mourants, effectivement, et on a volé à tous ceux qui généralement accompagnent un mourant, que ce soit les soignants, mais aussi les familles. On a volé une expérience humaine qui compte dans la vie d'un être humain. Voilà, Oui, parce que moi, c'est un cri du cœur. Et évidemment, si je l'ai écrit, c'est parce que j'espérais, et d'ailleurs, je me rends compte que d'une certaine façon, on a tenu compte de ce cri du cœur, puisque j'espérais que cela ne se reproduise plus jamais, qu'il y ait, qu'il y ait ce défaut d'éthique et de démocratie aussi, parce qu'on n'a pas demandé leur avis aux personnes âgées. oui, pour ceux qui nous écoutent, moi, ce qui m'a... Bon, avant de lire le livre, je savais qu'effectivement, les visites dans les EHPAD étaient interdites. C'est-à-dire que les familles ne pouvaient pas voir leurs grands-parents, grand-mères, père et mère. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que les familles n'ont pas pu voir le corps des défunts. Non. Vous citez un exemple, on a autorisé dans certains cas ou à un certain moment qu'on puisse juste ouvrir entre 5 et 10 centimètres le, le, La housse dans lesquelles. dans laquelle pour Alors, apercevoir le visage. c'est-à-dire qu'au début, on ne pouvait pas. Ensuite, vous savez, il y a eu une levée de boucliers, donc le gouvernement s'est adapté aussi au fil du premier confinement. Après, il y a eu l'autorisation d'ouvrir sur 5 ou 10 centimètres pour pouvoir regarder de haut le visage, effectivement. Alors, les soignants aussi se sont ingéniés, ils ont pris des photos, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits pour essayer d'humaniser tous ces moments qui sont si importants. Donc, voilà, c'est un. On en a. Bon, je peux dire qu'on a tenu compte de ce cri du cœur parce que je vois qu'aujourd'hui, d'abord, les visites qui étaient interdites aujourd'hui sont autorisées. Bien sûr, ça ne se passe pas aussi bien qu'on peut l'espérer parce que l'encadrement des visites est très différent d'un EHPAD à l'autre. Il y a beaucoup de familles qui se plaignent de ce que justement on ne personnalise pas ces mesures parce que vous savez, le comité d'éthique a demandé que les mesures soient personnalisées, individualisées, donc qu'elles soient proportionnées et qu'elles soient temporalisées, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour tout le monde.
il est évident qu'il y a une personne âgée qui a besoin, parce qu'elle avait l'habitude avant que l'arrivée de la crise sanitaire, elle avait l'habitude de recevoir sa fille, par exemple, qui lui donnait les repas, tous les repas. Il y a des familles qui font ça, qui sont des aidants, vraiment. Eh bien, du jour au lendemain, ça n'a plus été possible. Et il est certain que cette personne-là, s'adapter à son cas, c'est permettre à la fille de revenir comme elle le faisait avant, en ayant un masque, des gants, enfin tout ce qu'il faut pour se protéger, évidemment, et ne pas amener le virus dans l'établissement. Mais vous avez des EHPAD dans lesquels on applique la même règle à tout le monde, c'est-à-dire, par exemple, dans certains EHPAD, une visite tous les 10 jours, 45 minutes. Il y a des personnes à qui ça ne convient absolument pas. Donc moi, je suis un peu vent debout pour le respect, vous voyez, pour cet aspect démocratique aussi, le respect de la personne, de ce qui est nécessaire pour elle. Pour l'un, ça va être une visite tous les jours, pour d'autres qui peuvent très bien se contenter d'une visite tous les 15 jours. Les personnes ne sont pas toutes les mêmes. Donc, je dis qu'on a cherché à protéger, bien sûr, on a dit protégeons nos aînés, mais on a protégé la vie biologique, le corps. On n'a pas protégé la vie dans son ensemble, parce que la vie, elle est affective, elle est sociale, elle est spirituelle, elle est démocratique, justement. Tous ces aspects n'ont pas été pris en compte. Donc, alors, justement, en fait, cette variété de comportements, lors de la première vague, il y a quand même des EHPAD où ça s'est passé on va dire un peu mieux, notamment l'exemple de ce que vous citez de l'EHPAD dans le Languedoc. alors, oui, il y a des EHPAD dans lesquels, je dirais, vous savez, j'ai divisé mon livre j'ai dit quand la peur a raison de l'humain. Alors là, on est dans ce que les soignants ont appelé un cauchemar d'inhumanité. Mais quand l'humain a raison de la peur, là, on a vu effectivement des gens s'adapter, même, je dirais, contourner les règles, en prenant justement de leur responsabilité, une responsabilité éthique. Et dans certains EHPAD, mais pas seulement celui que je cite, mais beaucoup d'autres, j'ai eu beaucoup de directeurs d'EHPAD sur une plateforme téléphonique pendant le premier confinement, m'ont dit qu'ils cherchaient d'une manière ou d'une autre à rester humains malgré ces mesures draconiennes. Alors, j'ai effectivement cité cet EHPAD qui est près de Montpellier, qui est un EHPAD dans lequel j'ai longuement parlé avec la directrice, qui est une directrice qui a une culture éthique, une culture palliative aussi, qu'elle a introduite dans l'établissement. Ça veut dire qu'avec toute son équipe, ils ont réfléchi longtemps sur la question de la mort aussi, comment intégrer la mort dans l'EHPAD, puisqu'elle fait partie de la vie et qu'en plus, vous le savez, dans toutes ces personnes qui ont entre 80 et 100 ans, elles y pensent quotidiennement à la mort. C'est dans leur tête et pas de manière morbide. Elles y pensent parce qu'elles y vont et puis qu'elles y réfléchissent et elles ont besoin d'interlocuteurs. Donc, cette femme, Véronique Robert, elle a mis en place une vraie culture dans laquelle on n'est pas dans le déni de la mort. Les soignants savent que si quelqu'un dit comme ça, oh, je vais mourir bientôt, oh, j'aimerais bien finir, ce qui est tout à fait compréhensible chez une personne très âgée et qui, peut-être le désir de mourir fait partie des désirs de ces personnes, eh bien de pouvoir s'asseoir, écouter, recueillir les peurs, peut-être rassurer sur ce que l'on sait que l'on pourra faire, soulager, respecter le refus de traitement, de tenir compte des souhaits de la personne. Par exemple, beaucoup de personnes disent, moi, je veux mourir dans mon lit et pas à l'hôpital. Mais ça, vous voyez, dans le premier Covid, est-ce qu'on a tenu compte de ce que on peut appeler les directives des personnes âgées? Certaines personnes préfèrent mourir dans leur lit entourés de ceux alors c'est ce qui n'a pas pu être fait, entourés par leurs proches, ça n'a pas été possible, plutôt que de se retrouver aux urgences à l'hôpital et même en réanimation. Donc, vous voyez, toutes ces... Alors, dans cette EHPAD du Languedoc, il y a eu cette culture palliative et puis ils ont réfléchi aussi à la manière de faire sortir le corps. Et j'ai trouvé ça remarquable parce que vous savez que ce qui se passe généralement, c'est que les pompes funèbres viennent chercher le corps dans la chambre et puis il sort par la porte des poubelles, ni vu ni connu. Hein, et puis,
personne n'en parle. D'ailleurs, souvent, les décès ne sont même pas annoncés aux autres, les amis de la personne. Hein. Voilà, on est dans le déni. Dans cette EHPAD, ce n'est pas le cas. On a réfléchi à une autre manière de sortir. Et donc, ils ont mis en place un rituel qui s'appelle la haie d'honneur et qui est très simple, très sobre. Moi, j'y ai assisté. Les pompes funèbres vont chercher le corps qui n'est pas mis dans une housse, mais recouvert d'une couverture et sur un brancard. Il descend par l'ascenseur et dans le hall, il y a une haie d'honneur qui est constituée de qui? Eh bien, des soignants, mais des autres résidents aussi, des familles, les familles de celui qui vient du défunt, mais aussi les familles des autres résidents. Il y a une haie d'honneur qui est là et les pompes funèbres s'arrêtent une minute, il y a une minute de silence et puis ensuite il y a une musique qui est diffusée, qui est la musique qui a été choisie par le résident. C'est très important ce détail-là parce que quand un résident choisit sa musique, ça veut dire qu'il y a pensé à sa mort. Il dit, pour ma haie d'honneur, je veux telle musique. Donc, vous voyez, comme à travers un tout petit détail comme celui-là, cette directrice a permis à son équipe de pouvoir justement dialoguer autour de la mort avec un résident. Ils choisissent donc là. Et puis, je dirais, le corps porté par les pompes funèbres sort par la grande porte. Hein. Et puis, ce qu'on observe, eh bien, c'est ce qu'on observe je dirais, dans toutes les funérailles, c'est-à-dire des gestes de convivialité, de solidarité. Les soignants peuvent exprimer une émotion parce que souvent, ils se sont attachés à cette personne, peuvent pleurer, sont pris dans les bras des familles. Tout le monde se console, tout le monde se soutient et on sent voilà, qu'il y a beaucoup d'humanité alors même qu'il s'agit de la mort. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi, vous voyez ce qui se passe, ce confinement, qui est révélateur aussi, cette crise qui est révélatrice d'un déni de la mort dans notre société, c'est que la mort fait tellement peur qu'on en perd notre humanité. C'est ça, nous sommes dans une société, je termine juste, thanatophobe, qui a peur de la mort, et mortifère, qui porte la mort. Quand vous parlez de la haie d'honneur, ça me fait penser à ce que, parce qu'en fait, avec le livre, effectivement, j'en ai pris un coup sur certains trucs. En fait, c'est une sorte de miroir. En fait, ça réveille des choses en moi sur le. En fait, c'est pas le déni. Moi, c'est la peur de la mort qui amène au déni. En fait, plutôt, on n'aborde pas le sujet. Est-ce à dire que lorsqu'il y a la haie d'honneur puis les autres résidents, je pense qu'il y a quand même des gens qu'il faut accompagner. Moi, c'est avant-hier, ma maman m'appelle, puis j'ai le père d'un de mes meilleurs amis d'enfance qui est décédé. Je lui ai envoyé un SMS en disant, voilà, j'ai appris pour ton papa, je ne sais pas comment réagir, je pense à toi. Voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas quoi faire, quoi dire, comment me comporter. La frousse totale en envoyant des SMS. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, je ne peux pas être le seul dans ce cas-là, j'imagine, et Oui. Il faut aussi nous accompagner, nous. Et vous savez, on est tous démunis face à la mort. Et au fond, c'est très bien ce que vous avez dit, je ne sais pas quoi dire. Ben, voilà, nous ne savons pas quoi dire, c'est vrai, nous sommes démunis, mais nous sommes avec. Ben, c'est ça, être avec, alors que l'on ne peut rien faire, qu'on est impuissant et démuni. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et d'ailleurs, dans la formation, vous savez, des soignants à l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est ce qu'on dit. Ils disent souvent qu'est-ce qu'il faut dire, mais rien à dire, rien à faire. Ce sont les personnes d'ailleurs qui nous disent des choses, mais juste être là en assumant son impuissance, parce qu'on est impuissant face à la mort, et en étant justement dans sa vulnérabilité, mais une vulnérabilité qui ouvre à l'humain. Bon, je ne sais pas quoi dire, je suis impuissant devant une réalité qui fait de la peine, qui est une réalité difficile pour tout le monde, mais je suis là. Voilà, je ne prends pas la fuite. C'est ça, être humain, ne pas prendre la fuite devant un événement qui nous concerne tous, qui est comme vraiment une épine dans le cœur de chacun, parce qu'on sait qu'on est mortel, que les gens qu'on aime le sont aussi. Personne n'est de gaieté de cœur devant cette réalité, mais voilà, elle est là, elle est la même pour tout le monde. Et en face de ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est assumer cette vulnérabilité et
rester justement dans la solidarité humaine, être proche, ne pas laisser tomber l'autre. Avec la deuxième vague, qu'est-ce qui était mieux géré que la première et qu'est-ce qui est encore pas assez bien géré d'après vous? Alors, bon, il y a eu des progrès puisque les visites en EHPAD sont autorisées, bien qu'elles soient voilà, un peu difficiles à mettre en place. Quand quelqu'un va mourir, et c'est le président Macron qui s'y est engagé, on peut venir lui dire au revoir. C'est-à-dire on ne peut pas dire non, on ne peut pas fermer la porte comme ça a été le cas au premier confinement. On peut donc venir dire au revoir, dire adieu, tenir la main de quelqu'un qui va mourir. Et puis, on peut aller aux obsèques dans la limite de 30 personnes, alors que vous savez qu'au début du confinement, on ne pouvait pas y aller ou simplement une ou deux personnes. Aujourd'hui, 30 personnes, ça veut dire que la famille proche peut être présente. Donc, voilà, c'est un mieux, hein, bien sûr. Alors, ce qui reste, je dirais, un vrai combat, c'est vraiment de prendre l'habitude de demander aux personnes âgées si elles sont d'accord avec des mesures que l'on va prendre pour elles, hein, pour les protéger. Et les personnes âgées, elles disent, mais ne faites pas pour nous, faites avec nous. Voilà, c'est ça. Ça, nous avons des progrès à faire avec l'autre. Parce que là aussi, vous avez, entre deux personnes âgées, vous avez vraiment, vous avez toute la palette de ce qu'on peut trouver. Vous avez des personnes qui ont très peur, qui ont besoin d'être hyper protégées, c'est-à-dire qui s'autoconfinent d'elles-mêmes, qui n'osent plus sortir. Moi, je le vois aussi. Il y a des personnes qui ont eu tellement peur au premier confinement que dans le deuxième, elles n'osent même pas sortir. Et ceci dit, c'est une bombe à retardement parce qu'elles se fragilisent, elles perdent leurs muscles, elles ont peur de tout, elles sont sur la défensive. Et puis vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus robustes, et qui, je dirais, vivent le deuxième confinement comme nous tous, c'est-à-dire en respectant les gestes barrières, bien sûr, mais en prenant cette possibilité de sortir 1 heure, 3 heures, faire des courses. Voilà, donc, vous voyez, quand on dit personnes âgées, attention, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont beaucoup moins peur, il y en a qui sont prêts à prendre des risques, d'autres qui ne veulent pas en prendre. Il ne faut pas décider en bloc pour elles. C'est pour ça que j'avais été si choquée par cette réflexion d'un médecin de la PHP disant que pour Noël, il faudrait couper la bûche en deux et mettre papy et mamie à la cuisine et les autres dans la salle. Je me suis offusquée d'abord pour l'appellation parce que Dieu sait que justement dans les EHPAD, on fait toute une formation des soignants pour qu'ils n'appellent pas papy et mamie, mais qu'ils disent monsieur, madame, hein, que ce sont des appellations familières qui sont réservées aux proches, ça, mais pas à ceux qui ne sont pas proches. Et puis, cette ségrégation, elle est imposée comme ça, enfin, même si elle a été prise vraiment, je dirais, très, très mal prise par beaucoup de gens, parce que je crois qu'il faut faire une confiance aux familles. Les familles sont responsables. Là aussi, elles peuvent savoir si leur aîné est quelqu'un de très, très vulnérable, de très fragile ou pas. Hein. Et puis, elles savent très bien aussi comment faire. Je veux dire, les gens ne sont pas idiots. Donc, il faut laisser les familles être responsables de ce qui se passera au moment de Noël, parce qu'on comprend aussi que des personnes qui ont vécu le premier confinement, qui se sentent souvent tellement seules, tellement loin de leur famille, ça a été un vrai traumatisme pour beaucoup de personnes âgées. On peut comprendre que la fête de Noël, qui est une fête symboliquement de retrouvailles familiales, que cette fête puisse avoir lieu. Hein, et que ça puisse mettre un peu de baume sur le cœur de personnes qui ont beaucoup souffert. Si je résume, c'est donner plus de flexibilité, plus de marge de manœuvre pour qu'il y ait du sur-mesure, de la personnalisation des actions et des comportements. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour les institutions, effectivement, de faire du cas par cas. Mais
je me souviens très très bien d'une réunion avec des groupes d'EHPAD, avec Partage et Vie, avec Orion. Nous avions réfléchi sur justement je dirais, cette personnalisation. Alors ça demande, c'est vrai que ça demande un certain effort. C'est plus compliqué que d'appliquer à tout le monde la même règle, hein, de faire du cas par cas. Mais c'est éthique, c'est humain, le cas par cas. Et puis, je pense aussi qu'il faut, alors, oui, faire confiance, au fond, faire confiance à la responsabilité des gens. Bien sûr, il y aura toujours des gens irresponsables, mais c'est parce qu'il n'y aura jamais 100% de gens responsables, mais la grande majorité quand même des gens sont suffisamment informés maintenant. Et puis, je dirais, ils peuvent donc vraiment décider de ce de, voilà, de comment s'organiser pour ne pas nuire à leurs proches qu'ils aiment, à leurs enfin les grands-parents, les parents âgés que l'on aime. Vous m'avez parlé, quand on s'est eu au téléphone, que vous faisiez des travaux, vous aviez passé du temps avec les personnes qui sont dans les résidences-services seniors. Alors, Personnes qui sont plus ça, autonomes. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez, on parle beaucoup des EHPAD, mais on ne parle pas du domicile. Or, vous avez beaucoup de personnes âgées qui sont chez elles dans des résidences-services, des résidences autonomie. Elles sont chez elles dans un appartement et elles bénéficient de la sécurité de la résidence, de la convivialité aussi, parce qu'il y a beaucoup de moments de partage, des repas ensemble, des jeux, des animations. Dans le premier confinement, les résidences, comme le reste de la population, a été pris de court, a paniqué aussi. Ça a été, les règles sanitaires ont été quelquefois, je dirais, trop strictes, parce qu'on a oublié que les gens étaient chez eux, donc ils pouvaient bénéficier, puisque ce sont des citoyens comme les autres, de la promenade 1 heure par jour. Dans certaines résidences, on les a empêchés de sortir de chez eux. Bon, pas toutes, hein, mais on a vu quand même des excès. Alors, il y a eu, moi je travaille pour la résidence, le groupe Domitis, depuis longtemps, depuis 8 ans, où j'avais mis en place un parcours, l'aventure de vieillir, pour justement permettre à des personnes très âgées de pouvoir exprimer ce qu'elles vivent d'heureux, de fécond et d'intéressant à leur âge, pour sortir de cette image négative du vieillissement. Donc j'ai fait ça dans beaucoup de résidences. J'ai formé 3 groupes de psychologues à ma manière de travailler, qui aujourd'hui mènent ces parcours. Et puis après le confinement, nous avons eu l'idée de proposer, c'est inédit, hein, c'est le seul groupe qui fait ça. Nous avons proposé des tables rondes post-confinement. J'en ai animé 5 en septembre. Les autres psychologues que j'ai formés en ont animé dans toutes les autres résidences. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé. Donc, il y avait un groupe de résidents, pas toute la résidence évidemment, mais un groupe qui était là, évidemment, avec masque et distanciation. Et ils ont parlé de ce qu'ils avaient vécu dans le premier confinement. Et pourquoi est-ce que la résidence a proposé ça? Parce que dans une deuxième journée, ils ont rencontré les résidents pour voir avec eux, comment mieux gérer les choses à l'avenir. Et là, entre-temps, il y a eu le deuxième confinement, puisqu'on ne sait pas, finalement, cette épidémie, on ne voit pas beaucoup le bout, on ne sait pas s'il va y avoir des rebondissements. Enfin. Donc, ce qui est très intéressant, c'est leur laisser la parole, les écouter, et tenir compte de ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a ceux qui l'ont bien vécu. C'est intéressant de voir qu'il y a toute une population âgée chez elle qui l'a assez bien vécu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes souvent qui ont une vie intérieure riche. Et on voit que quand on a des ressources internes, eh bien, utiliser ce temps pour lire, pour réfléchir, pour avoir de longues conversations au téléphone ou sur Zoom avec des proches, pour méditer. Vous voyez, ces personnes l'ont bien vécu. Et c'est là intéressant parce que ceux qui ont une vie intérieure riche, peut-être sont mieux équipés pour faire face à ce genre de situation. Et puis,
vous avez tous ceux qui l'ont mal vécu, qui se sont sentis très très seuls, qui étaient très investis dans l'extérieur, les animations, le contact avec les autres. Ça leur a énormément manqué. Ce sont des personnes qui souvent se sont senties en prison, qui ont eu le sentiment d'être infantilisées, et puis certaines ont eu très peur. Elles ont été stressées par le traitement médiatique de la pandémie. Euh, elles sont restées cloîtrées chez elles. Elles n'ont même pas utilisé ce temps qu'elles pouvaient 1 heure par jour pour pouvoir aller marcher, tellement elles avaient peur. Et aujourd'hui, ce sont justement des personnes qui nous inquiètent parce que ce sont celles qui sont en voie de perte d'autonomie. Alors que justement, ces personnes qui sont chez elles, âgées, chez elles, et qui choisissent par exemple une résidence service, une résidence autonomie, c'est précisément pour rester autonome jusqu'au bout. Et donc, il faut les aider maintenant à réapprivoiser le monde extérieur. Parce que, par exemple, je me souviens d'un monsieur qui m'a dit, mais moi, je conduisais avant le confinement, je n'ose plus prendre ma voiture. Quelqu'un disait, j'allais au marché, je n'ose plus y aller. Vous voyez, des gestes quotidiens qu'ils faisaient et ne font plus. C'est une peur psychologique ou c'est une perte de capacité, entre guillemets, physique? Les deux. Les deux. Il y a la peur psychologique, mais il y a aussi le fait que comme ils ne sont pas sortis pendant 3 mois et qu'à cet âge-là, on le sait, si on ne fait pas une demi-heure d'exercice physique, vraiment, d'exercice physique, marcher, jardiner, eh bien, si on ne fait pas une demi-heure par jour, le tonus musculaire, et on le perd. Hein, et on perd justement ces facultés physiques. Et puis aussi, je crois qu'il y a des personnes qui ont eu une détérioration cognitive parce que ces nouvelles tellement angoissantes toute la journée devant à la télé, le fait de se dire, mais peut-être que finalement, on ne retrouvera plus jamais la vie d'avant. Les gens ont déprimé. Et quand des personnes de cet âge-là dépriment, eh bien, on sait qu'elles commencent à perdre un peu, perdre la mémoire, elles ne savent plus retrouver leurs affaires, même dehors, elles sont perdues. Elles ont perdu leurs repères. Hein. Donc, vous voyez, c'est les deux, c'est psychologique et aussi le corps, vraiment le corps a pâti de ce confinement. Suite aux échanges que vous avez eus chez Domitis avec les résidents, quelles actions vont être mises en place? Des protocoles, des actions, des formations pour ces personnes qui ont eu… Alors, il y a eu, d'abord, ils ont rouvert les restaurants, là, avec distanciation, ils ont rouvert le restaurant, ils ont remis en place certaines activités, par exemple, l'accès à la salle de sport est autorisé, oui, certaines résidences ont décidé de faire une vraie formation aux outils technologiques, hein, pour les personnes qui ne l'avaient pas avant et en sentant que c'était vraiment un outil important. Il y a une attention qui est portée aux personnes que l'on sent beaucoup plus fragiles, celles qui justement n'osent plus sortir. On réfléchit à proposer, par exemple, une promenade au bras de quelqu'un dans le jardin ou le parc de la résidence ou dans la rue, pour pouvoir petit à petit se réapprivoiser le monde extérieur. Oui, il y a une vraie réflexion qui est menée. On est au début, parce qu'évidemment, les tables rondes, elles viennent de se terminer. Il y a encore quelques tables rondes qui doivent avoir lieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout neuf. Mais je sens une vraie volonté à la fois des directeurs, mais aussi des directeurs des résidences, il y en a beaucoup que je connais. Et puis aussi, une formation aussi j'avais déjà commencé une formation autour du déni de la mort, parce qu'il y a aussi, la question de la mort a été très présente dans ces tables rondes, aussi des gens qui ont dit qu'ils y pensaient beaucoup, que justement ils avaient fait des rangements, ils avaient mis en ordre leurs affaires, qu'ils avaient réfléchi à ce qui était vraiment important pour eux. Donc on sent que, et évidemment les jeunes, les directeurs sont tous des jeunes, qui ont grandi dans un monde dans lequel on est dans le déni de la mort. Et donc, il faut, là aussi, les acculturer
hein, pour pouvoir être interlocuteur d'une personne âgée qui aborde la question naturellement, tout simplement. Donc ça, c'est un travail que j'avais commencé et qui va être poursuivi parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre la fuite quand quelqu'un évoque sa mort et dit, ben, par exemple, moi, je veux surtout pas aller à l'hôpital, par exemple. Hein, je veux rester chez moi. Alors, elles ne sont pas médicalisées, hein, ces résidences, mais il y a évidemment le médecin traitant, l'HAD qui peuvent venir, les services de soins à domicile. Ces dégâts, entre guillemets, physiques et puis psychologiques, est-ce qu'ils sont réversibles? Physiquement, j'imagine que oui, parce que, entre guillemets. Non, je vais vous dire, je pense qu'ils sont réversibles pour des personnes qui ont entre 60 et 80 ans, sans doute. Au-delà de 80 ans, je ne le pense pas. Vous savez, je crois que quand ce qu'on perd, je ne crois pas qu'on le récupère. Et c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est vraiment très, très grave je dirais, de forcer les personnes à être confinées chez elles parce que la perte musculaire, elle se récupère vraiment difficile. Je ne crois pas. Les médecins, je sais pas, les médecins disent cela quand même. Oui, entre 60 et 80, ce n'est pas bon de ne pas, mais on peut, en faisant des exercices réguliers, récupérer un peu. Au-delà de 82, 85 ans, c'est plus compliqué, vraiment. Et je vois aussi beaucoup de gens qui disent on a pris un coup de vieux. Vous voyez, ce qui est difficile, c'est aussi la confiance, parce qu'ils sentent que leur corps s'est affaibli, ils n'ont plus confiance en eux. C'est ça, c'est le monsieur qui dit je n'ose plus conduire. Oui, ils avaient confiance en eux avant, mais c'est parce qu'ils savaient qu'ils faisaient quotidiennement ce qui était bon pour leur corps. Et alors, il y en a qui, évidemment, mais ça, c'est pas beaucoup, hein, il y en a qui ont continué à faire un peu de yoga sur Internet dans leur résidence, mais c'est quand même une minorité, hein. Ceux-là, effectivement, sont sortis relativement bien. Puis tous ceux qui ont profité quand même du fait que pendant 1 heure, on pouvait aller marcher. Rien que ça, on ne se rend pas compte, mais rien que de marcher pendant 1 heure, ça a permis à des personnes de garder leur santé physique. Et ceux qui ne l'ont pas fait, là, ils se sont mis vraiment en danger. Et là, on parle des personnes qui habitent en résidence service senior, qui ont un entourage. On ne parle pas des, je ne sais pas combien, j'ai encore lu ce matin 700 000 personnes qui n'ont eu, personnes âgées, qui n'ont eu aucun contact, là c'est dans votre livre, qui n'ont eu aucun contact pendant le premier confinement. Parce que là, c'est vrai que dans ces résidences, il y a même les équipes étaient assez présentes et ont été d'ailleurs saluées unanimement. Elles ont été très disponibles. Et justement, elles ont veillé à ce qu'il puisse y avoir une communication aussi avec les familles. Elles venaient régulièrement voir si tout se passait bien. Mais vous avez des gens à domicile chez eux. Hein. Effectivement, ce sont les chiffres d'ailleurs qui ont été donnés par les petits frères des pauvres. Hein. C'est ça. Et il y a des gens qui n'ont vu personne et qui sont, oui, ça c'est terrible quand on y pense, hein. Effectivement, c'est des personnes, parce que ces personnes à qui on venait sans doute porter, si vous voulez, un panier à leur porte, hein, voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme contact, hein, et qui étaient nourris comme ça, et qui sont restés complètement solitaires. Donc là, il y a vraiment aussi une prise de conscience, oui, à avoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie à l'opposé, côté hyper positif, une partie des personnes âgées qui ont... en fait, quand on dit on prend du recul, on peut prendre du recul sur soi, sur ce qui est important pour soi et rebondir. Oui, bien sûr. Alors ça, ce sont des personnes qui l'ont bien vécu. Hein. Jamais vécu, oui. Celles qui l'ont bien vécu, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup réfléchi et qui ont fait, il y en a qui ont écrit leur testament spirituel, il y en a qui ont réfléchi à ce qui était vraiment important pour eux. D'ailleurs, ce qui ressort, c'est beaucoup la communication avec les petits-enfants, ce qu'on a à transmettre aux petits-enfants. Donc, ils sont très au clair avec ça. Et puis, il y a aussi des personnes qui savent aller chercher, je dirais, la nourriture intellectuelle, spirituelle qui leur permet de tenir la tête hors de l'eau, hein, qui lisent, qui méditent, qui ont des personnes qui ont aussi une activité créatrice. Il y a des personnes qui peignent,
qui se sont remis à peindre, qui se sont des personnes, même des activités manuelles comme de tricoter. Ça a l'air de rien, mais des personnes qui se sont remises à tricoter, des personnes parce qu'ils ont ils ont une cuisine s'ils sont chez eux, donc des personnes qui se sont remises à faire la cuisine alors qu'elles avaient pris l'habitude d'aller au restaurant. Vous voyez, des personnes qui ont eu des ressources vraiment pour ne pas se laisser abattre, hein, voilà. Un mot de conclusion. Oui, en conclusion, je trouve que ce confinement, cette crise sanitaire nous a fait toucher du doigt que peut-être il fallait changer notre image sur les personnes âgées et sur le vieillissement en général. Et peut-être justement nous rendre compte que ces personnes âgées sont des personnes qui ont un vécu spécifique, qui sont des personnes qui ne sont pas nécessairement fragiles, hein, au sens qui sont capables de dire ce qu'elles souhaitent, où sont leurs priorités, qu'il faut les écouter davantage. Peut-être aussi changer notre regard en se disant qu'il y en a qui vivent des choses tout à fait heureuses dans leur grand âge, parce qu'encore une fois, elles voyagent vers leur intériorité, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles se replient sur elles, hein, mais qu'elles ont des ressources internes, elles se sont approfondies, hein, il y a une sagesse, effectivement. On a oublié tout ça. Hein, on a oublié tout ça parce que justement, on en fait comme c'est des grands enfants, hein, qu'il faut protéger. On a oublié que voilà, il y a une maturité, hein, il y a une sagesse. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment aussi leur faire confiance. Hein. Et ça, j'ai l'impression que notre société, là, peut-être est en train de changer son regard, parce que, justement, on était cette façon de sous prétexte de la fragilité, de les infantiliser, quelque chose qui ne va pas. Je pense même, vous voyez, même des personnes qui ont des atteintes cognitives. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'une psychologue pendant une autre psychologue, alors malheureusement son nom m'échappe là maintenant, c'est dommage, qui avait fait remarquer que même les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont une autonomie du désir. Mais c'est vrai, même quand on est atteint d'une maladie cognitive, on peut par exemple tourner son regard si on n'a pas envie de voir quelqu'un. On peut fermer la bouche si on n'a pas envie d'être alimenté. On peut faire de la résistance physique si on n'a pas envie d'être transporté du lit au fauteuil. Enfin, les personnes ont un désir, hein, qui est autonome et qu'elles peuvent exprimer à leur manière. Donc, cette autonomie du désir, vous voyez, ce n'est pas seulement les âgés qui vieillissent sans atteinte cognitive, c'est même dans une atteinte cognitive, il y a une autonomie du désir. Et ça, je voudrais vraiment le rappeler, parce qu'on peut perdre une partie de son autonomie physique, c'est sûr, mais l'autonomie psychique, l'autonomie du désir, elle est toujours là. Merci beaucoup, merci Marie de Henzel. Je rappelle que vous êtes psychologue et clinicienne et le titre de votre dernier livre, L'adieu interdit aux éditions Plomb, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci, au revoir Frédéric.